Et après avoir fini de vaincre l'Iran, qui est en train d'être très lourdement vaincu, je déclarerai très bientôt que le détroit d'Ormuz est un territoire des États-Unis. Quoi? Un territoire des États-Unis. Écoutez, enfin d'abord, ce n'est que de la rhétorique. Bon, qu'il ait réellement des problèmes de fabulation, comme en parle Robert Barnes, ou qu'il ait tout simplement perdu la tête, je ne sais pas. Mais je peux vous dire une chose. Géographiquement, géologiquement, physiquement, il n'y a aucun moyen pour nous d'en prendre le contrôle. Si c'était possible, on l'aurait déjà fait. Tout le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, nous ne pouvons pas faire ouvrir le détroit d'Ormuz, parce que nous ne pouvons pas contraindre la partie iranienne à obtempérer et à l'ouvrir. L'idée de prendre le contrôle signifie que d'abord, il faut se débarrasser du régime iranien ou de toute sa capacité militaire. Ensuite, il faut déployer cette énorme organisation capable de gérer tout ça. Je veux dire, c'est tellement extravagant que c'est même pas drôle. Mais beaucoup de gens adoraient ça. Si vous regardez l'extrait en entier, et d'ailleurs plus tard dans l'émission, on va en passer un peu plus pour d'autres raisons, quand vous entendez à quel point les gens étaient enthousiastes, ils pensent tous que c'est une excellente chose. Mais regardez, il y a d'autres conséquences à tout ça, parce que ça se produit pendant ce mandat présidentiel. Réfléchissez-y. Le président Trump a dit, à un moment ou à un autre, qu'il voulait prendre le contrôle du Groenland, un allié de l'OTAN, et il y est revenu à plusieurs reprises. Ce n'était pas juste une déclaration isolée. Il a pris le Venezuela. Il a lancé 2 fois des guerres contre l'Iran, en 2025, et dans celle que nous avons actuellement. Il menace d'envahir Cuba. Il a menacé de faire du Canada le 51e État. Il a menacé d'une action militaire au Mexique. Il a menacé de prendre le contrôle d'une autre voie navigable, pas le canal de Suez, le canal de Panama, et de plusieurs autres choses. Et il ne cesse de parler de tout ça partout, au point que les gens se demandent, mais qu'est-ce qui ne va pas chez ce type? Alors on peut en rire et se dire, bon, il ne le pensait pas vraiment. Mais le fait est qu'il continue de dire ces choses, et que dans certains cas, il a effectivement eu recours à une force militaire létale. Il est entré en guerre 2 fois contre l'Iran, et nous avons fait d'autres choses en plus de ça. Je crois que cela concerne jusqu'à 8 pays différents, contre lesquels il a lancé des frappes militaires létales depuis son retour au pouvoir, rien que durant ce mandat. Et cela vient, bien sûr, du président, qui a fait campagne en promettant qu'il n'y aurait pas de nouvelle guerre. Il a fait campagne et promis qu'il allait mettre fin à celle qui était déjà en cours, et qu'on se souviendrait de lui, comme il l'a dit dans son discours d'investiture, pour les guerres dans lesquelles nous ne nous engageons jamais. Vif applaudissement pour ça. Tout cela n'est plus qu'un lointain écho, parce qu'il continue maintenant à s'engager là où nous en sommes aujourd'hui. Et à chaque fois qu'il se retourne, il cherche un autre pays à envahir. Et nous allons voir, à partir de certaines choses que Robert Barnes nous a apprises cette semaine, où en est en quelque sorte l'état d'esprit du président. Vous en verrez donc un peu plus à ce sujet dans l'émission. Mais restons-en là où nous en sommes, parce que la situation actuelle, et cela va aussi nous affaiblir, le président Trump, en faisant ce genre de déclaration, nous allons avoir une réaction du côté iranien. Quand vous l'avez entendu cette semaine, il a dit « Nous sommes en train de négocier à moitié avec l'Iran. Nous allons attendre de voir. Nous allons maintenir la pression sur eux. Et j'ai tout mon temps, a-t-il dit. Et sur la pression économique, Scott Bessent parlait de certaines choses. Il faut surveiller cet espace, a-t-il dit. Je crois que c'était hier. Donc apparemment, dans les prochains jours, à un moment ou un autre, il va annoncer encore davantage de sanctions contre l'Iran. Quelque chose de plus paralysant encore que tout ce qui a été fait jusqu'ici.
Donc, si vous négociez à moitié et que vous vous dites « Bon, voilà ce que je vous propose », au lieu d'avoir une sorte d'accord, on va revenir au protocole d'accord et en avoir une version quelconque, où on donne quelque chose pour obtenir quelque chose. Oui, oubliez ça. On va simplement prendre, en fait, on va tout prendre ici. Tout cela ne fait que rassurer la partie iranienne. Négocier avec les États-Unis n'est pas seulement contre-productif. Il n'y a rien à y gagner. C'est carrément stupide. C'est carrément contraire à leurs intérêts et nuisible pour eux, même de négocier. Cela renforce les partisans de la ligne dure au sein de leur gouvernement. Cela affaiblit la capacité de ceux qu'on peut peut-être encore appeler les modérés. Et ils sont moins nombreux aujourd'hui, parce que nous en avons tué beaucoup lors de la première phase de tout cela. Cela affaiblit leur capacité à dire « trouvons une forme d'accord négociée, parlons au moins aux Américains ». Et de fait, en ce moment, ils ne parlent pas aux États-Unis. Abbas Araghchi, le ministre iranien des Affaires étrangères, s'est vu poser exactement cette question. Compte tenu de ce que Trump a dit, où en sont les choses aujourd'hui, notamment concernant le détroit d'Ormuz? Le Qatar comme le Pakistan échangent des messages et sont en contact avec nous, mais cela ne veut pas dire qu'il y a des négociations. Aucune décision n'a encore été prise pour reprendre les négociations avec les États-Unis. Pour l'instant, nous élaborons un itinéraire provisoire qui sera ensuite transformé en itinéraire définitif au cours des étapes suivantes. C'est un travail technique mené entre des spécialistes des deux pays, l'Iran et Oman. Les forces armées y participent. De toute façon, ce sont elles les principales expertes dans ce domaine. Il est possible que nous parvenions bientôt à un résultat. Mais je tiens à souligner que cette négociation et l'ouverture du détroit d'Ormuz sont deux questions distinctes. L'une est une négociation technique sur la détermination de la route maritime. Une fois cette route déterminée, doivent se conformer. Donc, conseil 3 d'Ormuz. So, about the Strait of Hormuz, is it open, is it not? This past week, Est-il ouvert ou pas? Cette dernière semaine, on a vu le secrétaire Wright dire « Oui, oh oui, c'est ouvert ». Par moment, jusqu'à 15 millions de barils de pétrole par jour en sortent. En moyenne, je crois qu'il a dit entre 12 et 15 millions, quelque chose comme ça. C'est énorme. Et je crois qu'il a dit qu'un jour, c'était monté jusqu'à 20 millions, ce qui correspondait au niveau d'avant-guerre. Mais la plupart des analystes ont dit que ce n'était absolument pas vrai. Les gens qui mesurent réellement ce genre de choses ne sont pas assez stupides pour ignorer qu'un grand nombre de transpondeurs sont désactivés. Donc les navires passent dans l'ombre, électroniquement, comme physiquement, pendant la nuit. Les gens le savent. Ils suivaient ces mouvements. Ces types font ça, littéralement, depuis des décennies. Ils savent ce qu'ils font. Ils peuvent vérifier tout ça. Mais beaucoup de choses continuent de sortir. Et j'ai pu confirmer, par littéralement toutes les sources que j'ai consultées ce matin, qu'entre 7 et 8 millions de barils par jour sortent actuellement. La question c'est, pourquoi cela sort-il? Où cela va-t-il? Et qu'est-ce que cela nous dit pour la suite? Malgré tout, il manque encore environ 5 millions de barils par jour par rapport à ce qui sortait auparavant, y compris en tenant compte de toutes les voies de contournement. Et malgré cela, des flux passent encore par la mer Rouge, d'une manière ou d'une autre, y compris par le détroit de Bab el-Mandeb et le canal de Suez, ainsi que par d'autres pipelines en Syrie. Une quantité assez importante sort, mais il y a toujours un déficit considérable. Cela nous oblige encore à utiliser notre réserve stratégique de pétrole pour maintenir le prix du pétrole à un niveau plus bas et préserver la quantité disponible de nombreux produits pétroliers sur le marché mondial. L'objectif est de garder l'économie mondiale relativement stable pour éviter qu'elle ne tombe en récession. Évidemment, cela a ses limites. Nous en avons parlé hier.
Mais pourquoi ce pétrole sort-il? Est-ce parce que l'Iran n'en a pas le contrôle? Ou est-ce parce que l'Iran en a le contrôle? Il y a eu beaucoup d'informations contradictoires. Mais, d'après ce que nous pouvons reconstituer, l'Iran, la majeure partie de ce pétrole qui est sorti, selon des sources indépendantes, sans écouter le gouvernement américain, car il affirme que tout se déroule selon son plan et que c'est lui qui contrôle tout cela. Des observateurs indépendants ont indiqué que la majeure partie du pétrole continue de passer par cette route du Nord. Donc, ça se sait. Même certains pays arabes du Golfe voient leur pétrole sortir lorsque cela se fait en coordination avec la partie iranienne. Et comme vous l'avez entendu, la ministre irakienne des Affaires étrangères dit « Écoutez, nous discutons avec Oman. » Et ces négociations sont retardées depuis longtemps. Il y a une semaine, ils disaient être sur le point d'annoncer quelque chose, puis ils n'ont rien annoncé de toute la semaine. Donc, ils sont toujours en négociation avec Oman. La raison, c'est que nous continuons à faire fortement pression sur Oman pour qu'il n'accepte rien de ce que l'Iran veut faire. Mais jusqu'à présent, ils ne sont pas disposés à annoncer quoi que ce soit avec l'Iran, et ils ne sont pas non plus disposés à céder simplement à ce que veulent les États-Unis. Il y a donc beaucoup de pression sur Oman, et jusqu'à présent, cela n'a pas encore abouti. L'Iran affirme travailler avec Oman et dit que dans l'idéal, il souhaiterait une décision commune des deux pays, à laquelle ils s'en tiendraient tous les deux. Mais l'Iran dit que, faute d'un tel accord, il continuera malgré tout à en exercer le contrôle. La position de l'Iran est donc la suivante. Avec ou sans Oman, nous contrôlons le détroit et il n'y a pas à discuter là-dessus. Ils ont intérêt à mettre en place un plan et un mécanisme pour permettre au pétrole de sortir. Premièrement, ils pourraient gagner de l'argent grâce aux droits qu'ils factureraient par la suite. Et puis, il y a aussi leur propre pétrole qui pourrait sortir si cela se produit. Et il a également souligné dans le dernier extrait, « Écoutez, ce sont deux choses distinctes. » L'une des choses, c'est que nous annoncions les voies de passage et le système que nous mettrions en place. Par où le trafic entrerait, par où il sortirait, et ainsi de suite, là où il ne pourrait pas passer, tout cela. C'est un premier niveau de la situation. Mais le deuxième concerne la question de savoir si le détroit est ouvert ou non. Et là, ont-ils dit, cela nécessite les États-Unis. Selon eux, ce que cela exige des États-Unis, c'est que nous recommencions à appliquer d'emblée les termes du protocole d'accord. Toutes les dispositions, tout ce que nous sommes censés faire dans ce cadre-là, la libération des avoirs gelés, la levée des sanctions, les réparations et bien sûr, la levée du blocus lui-même. Et eux resteraient aux commandes. Ils ont dit que tout cela devait être convenu à l'avance, sinon nous n'allons pas l'ouvrir. Alors la question est la suivante. Beaucoup de gens aux États-Unis disent qu'il faut leur mettre davantage de pression pour les encourager à changer d'avis là-dessus. Je comprends l'idée. Vous aimeriez qu'ils changent d'avis sur ce point, mais vous n'avez pas réussi à y parvenir militairement. Vous n'y êtes pas parvenu par la coercition. Vous n'y êtes pas parvenu avec des sanctions économiques. Vous n'y êtes pas parvenu avec une guerre à grande échelle. La seule chose que nous n'avons pas encore essayé, ce sont des forces terrestres. Mais comme je vous l'ai dit un nombre incalculable de fois, ce serait suicidaire pour nous. Cela échouerait. Alors espérons que cette option ne reviendra jamais sur la table. Mais tout ce que nous avons essayé depuis maintenant quelques 160 jours a échoué. La pression sur l'Iran est réelle, et elle frappe. Elle fait mal. Ils en souffrent. Mais il faut comprendre une chose. Là encore, nous avons reçu toute une série d'experts qui vous ont parlé dans notre émission de leur expérience concrète, de ce qu'ils ont vécu au cours des 47 années de leur existence. Vous ne les ferez pas souffrir au point qu'ils se rendent. Ils ne fonctionnent tout simplement pas comme ça.
Ils mangeront des céréales à même le sol et survivront avec une nourriture de subsistance à peine suffisante. Ils feront ça plutôt que de se rendre. Ils endureront les difficultés bien plus longtemps que nous. Leur culture, leur religion, leur société, leur expérience historique sont marquées par la souffrance. Cela fait partie de toute la dimension chiite de leur religion et de leur expérience historique. Ils ont appris à beaucoup souffrir, à payer un prix énorme, et ils le paient. Et ils vont continuer parce qu'ils comprennent qu'il s'agit d'une menace existentielle. Parce qu'ils savent que les États-Unis et Israël veulent détruire leur pays, au moins tel qu'il est, et leur imposer de l'extérieur quelque chose comme ce qui s'est passé avec le Shah d'Iran. Leur culture s'y oppose. Donc ils souffriront longtemps. Nous, en revanche, nous n'avons pas une culture de la souffrance et du sacrifice. Et nous ne sommes prêts à payer aucun prix. Jusqu'à présent, le président Trump est allé très loin pour s'assurer que les États-Unis et le monde occidental ne paient pas jusqu'ici de prix économique. Mais donc, il a manipulé le marché boursier. Il a manipulé le prix du pétrole sur le papier en libérant toutes nos réserves stratégiques de pétrole, ainsi que celles d'autres pays dans le monde. On a maintenu le couvercle dessus et on a fait tout ce qu'on pouvait pour essayer de sortir autant de pétrole que possible par les différents moyens disponibles. Mais tout ça, ce sont des pansements. C'est comme essayer de boucher une digue avec son doigt. On ne peut le faire qu'un certain nombre de fois. Et quand de nouvelles fuites continuent d'apparaître, à un moment donné, on finit par manquer de doigts. C'est là où nous en sommes aujourd'hui. Et les fissures commencent à apparaître tout le long de ce mur. À un moment donné, ça pourrait tout simplement céder. Et alors, il n'y aurait plus rien à faire pour l'arrêter. Le président Trump essaie de faire comme si ce n'était pas le cas. Et d'où ce commentaire au début, sous de vifs applaudissements, parce qu'il adore les applaudissements. Il vit littéralement pour ça. Ça a vraiment l'air très cool, parce que ça donne l'impression de dire « c'est moi qui commande ici. Je pourrais simplement aller prendre ce fichu truc si je le voulais. Mais on verra, dit-il. » Il dit « cela dit, on verra comment ça se passe. » Eh bien, il y a d'autres personnes à Washington, D.C. et dans l'entourage proche du président Trump qui essaient de l'encourager à suivre certaines voies. Souvent, quand on vous montre le général Jack Keane, on affiche l'une de ces petites alertes amusantes ou quelque chose comme ça. Mais il faut rendre à César ce qui est à César. Et quand Jack Keane dit quelque chose de sensé, nous le reconnaissons. Et là, il va expliquer que l'Iran dispose de davantage de leviers que ce qui nous met à l'aise, et que nous n'avons pas encore trouvé le moyen de les lui retirer. Que contrôlent réellement les Iraniens? Ce qu'ils font relève moins du contrôle que de l'influence sur les armateurs. Par l'intimidation et la coercition, un nombre important de propriétaires de navires et de capitaines ne veulent toujours pas transiter par les détroits en raison des menaces de l'Iran. Cette menace est réelle et, assurément, elle est dans leur tête. Ils savent qu'ils peuvent passer par la route du Sud. Nous n'aimons pas d'éviter toute sécurité, mais le rate trop élevé. Et il a tout à fait raison. Je n'ai pas pu vérifier ça ce matin, mais plus tôt cette semaine, j'ai vu qu'il y avait plus de 800 navires immobilisés dans la zone du Golfe Persique, un peu partout dans la région. Ils ne voulaient pas sortir, précisément pour la raison évoquée par le général Keane. Les armateurs et les entreprises propriétaires de ces navires ne veulent pas prendre le risque. Et même certains marins ne veulent pas prendre le risque d'être touchés, parce que plusieurs navires ont encore été touchés cette semaine. Fait intéressant, cela montre aussi les limites de notre puissance et le fait que nous reconnaissons qu'un simple retour au combat n'est pas une stratégie gagnante.
Rappelez-vous ces 13 jours d'aller-retour, quand les États-Unis ont mené 13 jours d'attaques ininterrompues. Tout ça a commencé quand l'Iran a frappé quelques navires qui traversaient le corridor sud près d'Oman, sans son autorisation. Et puis nous avons dit « Ah oui ». Alors, nous avons commencé à tirer, ils ont riposté, et tout le reste. Eh bien, nous n'avons fait ça que pendant 13 jours, parce que ça ne marchait pas. Et cette semaine, plusieurs navires ont aussi été touchés, certains dans le corridor omanais, par le camp iranien. Mais cette fois, nous n'avons pas riposté. Je peux vous garantir que les gens à Téhéran suivent certainement cela de près. Et ils savent très bien ce qui s'est passé la première fois et ce qui ne s'est pas passé la dernière fois. Cela leur donne donc encore davantage de pouvoir de négociation. Et bien sûr, c'est exactement ce qu'ils veulent faire croire aux armateurs, que le risque est trop élevé. Ils n'ont donc pas besoin de tout frapper. Il leur suffit d'en frapper un certain nombre. Je trouve même assez incroyable que vous ayez réussi à faire sortir 7 à 9 millions de barils par jour par les différentes voies disponibles. Parce que cela signifie que certains sont prêts à prendre des risques. Mais comme je l'ai dit, des centaines d'entre eux ne le sont pas. Et tant qu'on ne pourra pas rétablir le flux complet à travers le Golfe, et que tout le monde n'aura pas confiance, l'économie mondiale continuera d'avoir ce problème, parce que cette réserve stratégique de pétrole diminue chaque jour. La question est donc la suivante. Qu'allons-nous faire si ce que le président Jack Keane a relevé est réel et a un impact concret? C'est ce que la partie iranienne cherche à obtenir. Elle a donc limité le nombre de navires qu'elle a frappés. Je crois qu'un ou deux d'entre eux ont été touchés par des missiles de croisière anti-navires. Ils démontrent donc leur capacité sur l'ensemble du spectre, en plus des drones, etc. Alors, que fait-on maintenant? Si nous avons accordé du crédit à Jack Keane il y a 1 minute pour avoir dit quelque chose de sensé et de juste, malheureusement ça reste Jack Keane. Donc ses recommandations sont, eh bien le voilà qui se lance. Nous sommes entrés dans un cessez-le-feu le 7 avril. Pour quelle raison? Pour négocier avec les Iraniens l'ouverture du détroit d'Ormuz. Ce sont eux qui ont lancé cette discussion. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient que la guerre s'arrête. Et la guerre a-t-elle repris de manière vraiment significative? Non. Ont-ils atteint leur objectif en faisant cela? Oui, la pression économique est vraiment considérable. Je pense qu'ils en révéleront davantage sur les détails. Et, ajoutée au blocus, elle est assez spectaculaire. Mais personne ne sait si cela va contraindre les Iraniens à céder ou non. Je ne pense même pas que les Iraniens le sachent. Je pense que ce qu'ils veulent faire, c'est résister à tout cela. Ils ne se soucient pas de la souffrance de leur peuple. Ils pensent que le temps joue en leur faveur et qu'ils tiendront le coup aussi longtemps qu'ils le pourront. Je crois que c'est leur première intention. Leur deuxième intention, à mesure que nous approchons des élections de mi-mandat, sera probablement d'intensifier les actions violentes et agressives. Ils pensent que l'administration n'y répondra pas de manière conséquente, parce que cela ferait monter les prix du pétrole avant l'élection. Ce serait une fois de plus une erreur fondamentale de leur part, car le président dispose ici de nombreux moyens d'action, et il peut riposter, et il riposterait probablement très vigoureusement, quelles que soient les élections de mi-mandat. Oui, enfin, vous savez, indépendamment des élections de mi-mandat, il y a beaucoup d'outils, dit le général Keane. Et vous pouvez vous demander, où sont ces outils? Vous pouvez vous demander, pourquoi devons-nous utiliser ces outils? S'il a tous ces outils, s'il peut simplement rouvrir ce détroit et faire passer tout ça, pourquoi ne l'a-t-il pas fait? C'est une bonne question. Il n'y a eu aucune réponse, évidemment. Il y avait beaucoup d'autres problèmes. D'abord, il dit que c'est la partie iranienne qui a dit «
Et après 40 jours et 40 nuits de bombardement, si on arrêtait tout ça, parce que nous voulons que le détroit d'Ormuz soit ouvert. Ce sont les Iraniens qui ont dit ça. Nous voulons ça. Non, ce n'est pas ce qui s'est passé. Nous avons arrêté la guerre. Nous avons arrêté au bout de 40 jours parce que nous avons vu que nous épuisions tous nos stocks de missiles, offensifs comme défensifs. Cela n'avait aucun impact du côté iranien. Ils continuaient de frapper, cible après cible après cible, endommageant nos bases, tuant nos gens, semant tout simplement l'enfer sur terre en Israël. Et rien de ce que nous faisions ne pouvait l'arrêter. Le fameux dôme de fer, la fronde de David, le système Arrow et tout le reste, le système THAAD, les PAC-3, nos patriotes, tout cela réuni, rien n'a été efficace. Peu importe le pourcentage que vous avancez, les gens peuvent en débattre. Ce qu'on ne peut pas contester, c'est que tout ce qu'ils ont tiré a atteint sa cible. Et les dégâts étaient tout simplement insoutenables. Donc d'un côté, nous subissions des dégâts, et de l'autre, nous manquions de munitions, des munitions essentielles, celles à longue portée. C'est pour ça que nous nous sommes arrêtés au bout de 40 jours. Et puis c'est nous qui avons réellement besoin que le détroit d'Ormuz reste ouvert. C'est pour ça que cette question continue de nous préoccuper. C'est pour ça que nous avons signé le protocole d'accord. C'est pour ça que nous l'avons accepté. C'est pour ça que nous avons signé toutes ces choses, dont, disons, 80% étaient favorables à l'Iran et seulement 20% favorables à nous. Évidemment, nous n'avons pas donné suite à cela. Et puis, on a fait marche arrière tout de suite, à cause de la pression d'Israël et de plusieurs amoureux de la guerre en Amérique. Mais voilà la raison. Alors, soyez très clairs sur ce qu'il prétend être la raison, parce qu'il veut dire « Oh, la pression marche, tout ça ». Et vous savez, il disait avant qu'on en avait fait environ 75%, puis qu'on s'était arrêté parce que bon, il voulait discuter. Je veux dire, pensez à l'irrationalité et à l'illogisme de ça. Cette machine belliciste qu'on a construite avait l'Iran à genoux, selon Jack Keane. On était à 75% du chemin. Il ne fallait vraiment que 25% de plus. Encore 2 semaines, c'est ce qu'il disait avant. Encore quelques semaines, et nous aurions gagné la guerre. Pouvez-vous imaginer un dirigeant américain, militaire ou civil, un président de n'importe quel parti, arriver à 75% d'une victoire, avec encore 2 semaines d'engagement militaire devant lui, qui renoncerait à la victoire, et qui ne le ferait pas, parce que soudainement, il aurait le cœur humanitaire? Eh bien, donnons une chance à la paix. Franchement, c'est absurde, à première vue. Nous avions, je le répète une dernière fois, nous avions obtenu un succès négocié le 26 février, 2 jours avant le début de la guerre, grâce à une médiation omanaise. Nous aurions pu éviter la guerre complètement et en sortir avec un immense succès. Le détroit d'Ormuz n'aurait jamais été fermé. Le prix du pétrole, je parie qu'il serait autour de $50 aujourd'hui, dans ces eaux-là. Il n'y aurait jamais eu de perturbation. Nos réserves stratégiques de pétrole seraient toujours pleines. Nos stocks de tous les principaux systèmes d'armes seraient toujours pleins, ou au moins aussi pleins qu'ils le seraient, compte tenu de ce que nous avons donné à Israël et à l'Ukraine. Mais toutes ces énormes réserves auraient été préservées. Et bien sûr, tous ces Américains seraient encore en vie. 600, si l'on nous amène à croire que c'est vrai, et je ne sais pas si ça l'est. C'est probablement bien plus que ça. Mais officiellement, on en est toujours à ces 600. Aucun d'entre eux n'aurait été blessé. Personne ne serait à l'hôpital. Les parents de personne ne seraient encore en train de faire leur deuil aujourd'hui. Voilà ce que nous aurions pu faire si nous nous soucions de la diplomatie. Je pense que vous connaissez la réponse à cette question quand même. Il dit aussi à propos de l'Iran. Il dit « Je ne sais pas si l'Iran va plier le genou ».
parce qu'ils connaissent toute cette pression. Donc, je ne sais pas s'ils vont plier le genou. Oui, bien sûr qu'on le sait. Ils ne vont certainement pas plier le genou. Ils le savent parfaitement. Cet extrait que je vous ai montré d'Abbas Araghchi, datant d'hier seulement, ils savent très bien quel levier ils ont et ils l'utilisent. Keane lui-même, dans l'extrait précédent, a montré qu'ils sont experts, avec leurs ressources limitées, pour contenir efficacement tout ça. Ils pourraient renforcer leur action militaire s'ils le voulaient et attaquer davantage de ces navires. À vrai dire, je ne comprends pas très bien pourquoi ils ne l'ont pas encore fait. Je suis surpris qu'ils aient laissé passer autant de choses jusqu'ici. Mais malgré tout, ça reste un succès, parce qu'il y a encore un écart d'environ 5 millions de barils qui ne sortent pas. Donc, ça continue de mettre toute cette pression sur les économies occidentales. Et à l'approche de l'automne, ça nous rapproche du moment où on ne pourra plus le cacher. Et peut-être qu'ils se disent que c'est pas grave. L'Iran est très bien avec ça. Ils peuvent continuer à souffrir, comme je l'ai dit, pendant longtemps. Et tant qu'on continue à se tromper nous-mêmes, et à faire semblant, comme il l'a dit à la fin de cet extrait, qu'on a tous les outils nécessaires, il peut faire toutes sortes de choses. On peut revenir à des actions militaires, même juste avant les élections de mi-mandat. Oui. Si vous vous fichez des élections de mi-mandat, si vous avez fait une croix dessus en vous disant « De toute façon, on va se prendre une raclée, alors pourquoi pas? Je vais continuer. » Il y a une certaine logique à ça. Il pourrait le faire. Ça ne marchera pas. S'il essaie de temporiser et de dire « Vous savez, même si vous nous poussez juste avant les élections parce qu'on a peur que le prix du pétrole augmente, on frappera quand même. » Il pourrait le faire. Il pourrait vraiment le faire. Donc je n'écarte pas cette possibilité. Mais je peux vous le dire, je n'ai pas besoin d'attendre pour le savoir. Ça ne marchera pas. Parce que les moyens dont vous avez besoin pour empêcher l'Iran de pouvoir frapper des navires, vous ne les avez pas. Avec tout le reste de nos armes offensives, ce qu'il reste des JASSM et des missiles de croisière à longue portée Tomahawk, les attaques MS, les munitions guidées de précision, puis toute la panoplie d'autres choses que nous avons, comme les JDAM, les bombes de petit diamètre, tous ces autres types d'armes, les autres missiles que nous pouvons lancer, ça ne changera rien. Donc vous pouvez y retourner et recommencer, parce que vous vous fichez des élections de mi-mandat ou peu importe. Mais l'Iran va les encaisser, parce qu'il sait qu'il le peut, et il continuera à riposter. Vous pouvez faire tout ça. Ce n'est pas à sens unique, mon ami. Ce n'est pas le cas. Il y aura des représailles. Et je suis convaincu que beaucoup en Iran attendent simplement leur heure, les dents serrées, en espérant que les États-Unis fassent ça. Parce que ça leur donnerait, disons, la justification dans leur campagne médiatique auprès du public de lancer toutes ces armes. Ils ont déjà publié leur liste de cibles, tous ces différents pays. Cela dévasterait le pétrole pendant une longue période, d'une manière qu'aucune décision politique ne pourrait réparer. Je pense qu'ils le veulent, parce qu'ils veulent mettre l'Occident à genoux, nous paralyser, tout comme nous essayons de les paralyser économiquement. Je pense qu'ils adoreraient avoir l'occasion pour que nous allumions nous-mêmes, en quelque sorte, la mèche de notre propre paralysie économique. C'est ce que je pense qu'ils aimeraient faire. Mais apparemment, ils semblent disposés à dire « Si vous voulez retrouver un peu de bon sens, alors ça nous va de le faire comme ça. » On verra comment tout ça va se dérouler. J'ai des questions à ce sujet. Beaucoup de questions, en fait. S'il y avait du bon sens, il n'y aurait même pas de questions. Si le bon sens dominait encore à Washington, je vous le dis catégoriquement, cette guerre n'aurait jamais été lancée. Le 26 février, nous aurions eu un accord meilleur que le JCPOA, qui aurait garanti l'absence d'armes nucléaires. Nous n'aurions jamais déclenché une guerre.
nous n'aurions jamais perdu de soldats. Tout ce que je viens de mentionner il y a une minute, tout cela était sur la table entre ses mains et il l'a jeté à la poubelle. Et puis, si la raison avait pu revenir après cet échec, alors le 17 juin, avec le protocole d'accord, c'était la voie de sortie suivante, parce que cela aurait aussi permis de rouvrir le détroit d'Ormuz. Et à l'heure actuelle, il serait probablement complètement ouvert. Le flux lui-même serait encore un peu réduit, en raison des dégâts causés à de nombreuses installations, notamment à certains champs gaziers. Le champ gazier de Pars est l'un des principaux. Certaines autres infrastructures pétrolières et capacités de raffinage ont été endommagées, et beaucoup d'entre elles vont nécessiter du temps. Mais dans l'ensemble, ce serait de nouveau ouvert. Ça, si nous étions raisonnables. Mais comme nous l'avons appris cette semaine de Robert Barnes, la raison n'est pas en tête des priorités de l'administration Trump. Il n'a plus aucun réalisme objectif pour ancrer sa pensée positive. Et ce que ça produit, c'est que cette pensée positive devient une pensée délirante, une croyance en des choses, une fabulation. Et c'est précisément ce que détaille très bien le livre Regime Change. L'autre chose qui s'est produite, c'est qu'il a connu un changement de personnalité massif. Il ne se voit même plus comme un président américain. Il se compare à Attila le Hun, Gengis Khan, Napoléon. Il veut être comparé à l'un des plus grands dirigeants de l'histoire du monde, pas seulement à l'un des plus grands présidents américains. Et le problème, avec toutes les personnes qu'il a désignées comme des icônes, comme des modèles à suivre pour leur puissance, pas nécessairement pour leur philosophie politique, c'est que ce sont tous des conquérants. Ils se sont rendus grands à la manière d'Alexandre le Grand. Ils sont partis conquérir et encore conquérir. Il ne citait pas Gandhi, il ne citait pas King. Il n'a même cité aucun des pères fondateurs comme quelqu'un à qui se comparer. Et ça vous donne une idée d'où il en est. Il est devenu ce que les pères fondateurs redoutaient profondément. Trop de pouvoir dans la branche exécutive du gouvernement, surtout sur les questions de guerre. Et des gens autour de lui le reconnaissent. Mais le problème, c'est qu'ils le ménagent tous. Nous avons un cabinet de lâches. Oui, cette dernière partie était l'une des plus angoissantes. Quand il a dit ça, le cabinet des lâches. Beaucoup de gens voient ce qui se passe à l'intérieur. Personne n'a le courage de faire quoi que ce soit. En fait, ce qu'on a vu, et on l'a vu chez de nombreux membres du cabinet cette semaine même, c'est qu'ils répètent des choses qu'ils savent insensées et fausses. Parce que nous savons, par certaines sources auxquelles j'ai accès, qu'en interne, ils disent des choses qui ont du sens et qui sont logiques. Ils reconnaissent les problèmes. Mais aucun d'entre eux n'a le courage de dire quoi que ce soit publiquement. Et c'est simplement là où nous en sommes. C'est le danger auquel nous faisons face. Et c'est pourquoi, quelle qu'en soit la cause, déclin mental, délire cognitif, je ne sais pas, il y a eu un changement important. Et encore une fois, je crois qu'on vous a montré plus tôt cette semaine cet extrait du président Trump lors de sa célébration de victoire en novembre 2024, puis lors de son investiture le 20 janvier de cette année, de 2025, pardon. Il a dit « Je ne vais déclencher aucune guerre. Je n'en ai déclenché aucune la dernière fois. Je n'en déclencherai aucune cette fois-ci. Et je veux être connu, a-t-il dit. Je veux être connu pour les guerres que nous ne déclenchons jamais. » Et maintenant, nous avons cet homme, dont nous vous avons parlé au début de l'émission, qui cherche à faire la guerre à Cuba, qui a fait la guerre au Venezuela à 2 reprises, qui l'a fait avec l'Iran, qui pourrait s'emparer d'un allié de l'OTAN, le Groenland, qui pourrait utiliser la force militaire dans le canal de Suez, pourrait prendre le contrôle du canal, pourrait recourir à la force militaire et annexer le Canada. Ou du moins, c'est ce qu'il laisse entendre. Il pourrait prendre le contrôle du détroit d'Ormuz.
pourrait prendre le contrôle du Mexique ou y utiliser la force militaire. Toutes ces choses, tout tourne autour de la conquête. Tout tourne autour de l'usage de la force militaire. La diplomatie n'existe pas. C'est ça, le vrai danger. Et même si quelqu'un d'autre au sein de l'administration le veut, et selon toute apparence, le vice-président le veut, il reconnaît ces réalités, et semble-t-il, en coulisses, il a fait des efforts héroïques pour retirer tout ça de la table, et pour nous sortir de ces guerres impossibles à gagner. C'est en quelque sorte la direction qu'il essaie de prendre. Mais il n'y arrive tout simplement pas. Et aucun des autres ne semble même disposé à essayer. Parce que certains autres peuvent dire en coulisses, « Hey, ça va pas marcher. » Apparemment, le président Trump se lâche complètement, se met à leur crier dessus et à hurler des obscénités, et ainsi de suite. Alors, il se recroqueville comme une fleur fanée, et il ne recommence plus. Ensuite, ils vont devant les caméras et lui disent tout ce qu'il veut entendre, parce que ce sont des lâches. Et donc, quand vous avez l'homme au sommet, que ce soit une sorte de situation à la Roi Lear, où il est devenu le roi fou, c'est un problème lorsqu'il est le commandant en chef et qu'il a effectivement le commandement des forces armées. Cela a doublement aggravé le problème, parce qu'il a éliminé, pas réduit, mais éliminé, les garde-fous qui existaient autrefois dans la Constitution, qui existaient autrefois dans le droit américain, avec la loi sur les pouvoirs de guerre de 1973, avec la séparation constitutionnelle des pouvoirs entre l'article 1er et l'article 2, entre les branches législatives et exécutives. Tout ça a disparu. Ça a disparu. Ça n'existe plus du tout. Aujourd'hui, le président Trump, à lui seul, a littéralement le pouvoir unilatéral de faire tout ce qu'il veut. Et avec cet état d'esprit, il veut être un conquérant et conquérir. Ensuite, il rallie des gens derrière lui. C'est un problème pour nous tous. En réalité, nous n'avons pas de sponsor, et il y a une raison à cela. Nous ne voulons pas avoir à vous assommer avec une tonne de publicité. Cliquez sur le bouton j'aime, et bien sûr, partagez ceci avec un que vous aimez. Share this with somebody you love.